Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous, c'est l'heure de votre rendez-vous culture et ce soir on parle littérature et philosophie. Il est philosophe, professeur des universités à l'université Paris-Est Créteil et il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur Montaigne, sur Farabi, sur Averroès et aussi d'un ouvrage très remarqué paru aux éditions Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes? De passage au Maroc pour une conférence, il nous fait le grand plaisir et le grand honneur d'être avec nous pour nous parler de ce livre. Ali Ben Makhlouf, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très difficile à voir avec votre emploi du temps. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question sur cet ouvrage, Pourquoi lire les philosophes arabes? Alors, ça serait trop vaste de vous demander une réponse à cette question. Alors, on va procéder par étapes. Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une volonté de réhabilitation d'une pensée qui s'est peut-être un peu diluée à mesure qu'elle a intégré la pensée occidentale, notamment au moment de la Renaissance? Est-ce que c'est une sorte de réhabilitation de cette pensée? C'est moins une réhabilitation qu'une intégration dans le patrimoine commun de la pensée de toute l'humanité. C'est-à-dire que plutôt que de la considérer comme une affaire de spécialistes à part, et puis très éloignée de nous parce qu'il s'agit surtout des philosophes du Moyen-Âge, moi j'ai voulu d'abord dire que pourquoi les lire aujourd'hui? Parce qu'ils nous parlent, et deux, ils nous parlent comme tous les autres philosophes qu'on convoque plus facilement, Rousseau, Voltaire, Kant, Montaigne, toute la tradition européenne née de la Renaissance, mais cette tradition de la Renaissance, précisément, elle a toutes ses, elle est issue de ce milieu-là. Moi, je me plais à dire que ces philosophes arabes, c'est la figure même de l'intellectuel. Mais vous parlez quand même dès les premières pages de l'anonymisation. Je ne vais pas y arriver. Anonymisation. Voilà, merci. C'est-à-dire qu'ils sont devenus anonymes à mesure qu'ils sont entrés dans cette pensée. Parce qu'effectivement, leur grande réussite, c'est que tout le monde les utilise sans les mentionner. Et donc, on ne sait pas qu'ils ont été à l'origine de la distinction entre l'essence et l'existence, entre l'idée que l'esprit est un, l'intellect est un, etc. Et oui, leur réussite a été complètement d'avoir été bien absorbée, digérée. Très bien digéré, presque trop, parce que cela ne posait pas tellement de problèmes. Et si vous voulez, entre le XIIIe siècle, où ils ont commencé à être traduits, jusqu'au XIXe siècle, l'anonymisation ne posait pas problème. Ce qui pose problème, c'est à partir du XIXe siècle, l'idée qu'il fallait absolument les dire qu'ils n'ont eu aucune collaboration à l'émergence de la modernité. Aucune influence. Voilà, et que c'était finalement des penseurs obscurs, comme tout le Moyen-Âge est obscur, alors qu'en fait, pendant 7 siècles, du 7e au 14e siècle, pardon, ils ont contribué à un développement extraordinaire de la pensée humaine, tout simplement, pas spécialement de la pensée arabe. C'est pourquoi, si vous voulez, c'est moins une réhabilitation et moins une apologétique des philosophes arabes qu'une intégration dans le patrimoine commun de l'humanité. Finalement, on règle la dette de sens, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur, vis-à-vis de ces philosophes arabes? Alors, je ne suis pas du tout du côté de Ricoeur, parce que je combats la quête du sens et la dette de sens. Je combats tout ce qui est signification pour promouvoir la notion de compréhension. Ces philosophes, il s'agit de les comprendre, il ne s'agit pas de voir quel est le réseau de signification dans lequel ils étaient. Parce que, si vous voulez, la signification, très souvent, se laisse incarcérer par le sens, et très souvent, on pense qu'un texte est porteur d'un sens, on pense que le sens gît dans un texte, que les mots sont porteurs d'un sens. Alors moi, si vous voulez, je ne suis pas le philosophe du sens, je suis le philosophe de la compréhension. Je veux comprendre ce que vous me dites, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Jusque maintenant, oui. Eh bien, là, je promeus la compréhension en lieu et place de la signification. Cela dit, une dette, disons, une reconnaissance, comme faisait par exemple Pic de la Mirandole en 1485, quand il publie l'ouvrage de la dignité humaine. Il dit précisément « J'ai lu les philosophes arabes, quelle belle lumière, quelle finalement manière de vivre selon l'intellect », parce que l'intellectuel c'est quoi? C'est celui qui promeut l'intellect.
Ce n'est pas celui qui est dans l'idéologie. Alors, Ali Ben Makhlouf, vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin de ces philosophes arabes. Pourquoi ? Pourquoi peuvent-ils nous parler aujourd'hui ? Il y a le travail qu'ils ont fait sur la distinction entre la foi et la raison, c'est-à-dire que la quête de vérité ne veut pas dire qu'il n'y a pas plusieurs chemins d'accès à la connaissance. Est-ce que ça, c'est quelque chose de fondamental qui peut nous parler aujourd'hui ? Alors, beaucoup de choses nous parlent aujourd'hui. Un, la distinction entre la vérité et la validité. La vérité, al-haq, c'est une notion à coloration théologique et religieuse, parce que c'est un des 99... Donc sacré. Voilà, un des 99 noms de Dieu, etc. Mais il y a autre chose. Il y a ma huwa sahih. Qu'est-ce qui est précisément valide? Les anglo-saxons disent sound. Il y a précisément les pratiques logiques, les pratiques médicales. Ça marche, ça ne marche pas. Il y a un aspect pragmatique de cette vérité scientifique, qui n'est pas al-haq au sens théologique. Et donc la distinction entre vérité et validité, c'est quand même Ibn Rushd, Averroès, qui l'établit très clairement dans Fasl al-Maqal, dans le discours décisif, en disant par exemple, quand vous faites le sacrifice du mouton, eh bien, qu'est-ce qui vous importe? C'est que le couteau coupe bien. C'est une image pour dire que ce qui compte, ce n'est pas l'origine du savoir. Est-ce qu'il y a le legs grec? Est-ce qu'il y a les théologiens musulmans? Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est ce qui est valable, ce qui est efficace. Et non pas l'origine, mais la validité du savoir. Et cette validité, vous savez, elle tombe par moments. On appelle ça d'un grand mot le faillibilisme. Parfois, il y a des erreurs dans les sciences, etc. Et donc, il faut les tenir à l'écart. La science, il faut la tenir à l'écart du discours sacré. Et on n'a plus que jamais besoin, pour répondre à votre question, de tenir les sciences à l'écart du discours sacré, qui a son propre régime de vérité, qui n'est pas le régime de vérité des sciences. Il y a une autre dimension importante chez ces philosophes, c'est la question du dialogue, de l'interaction. Ils estiment qu'aucune culture n'existe par elle-même, qu'elle n'existe que dans l'interaction. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous amener, qui peut être fécond pour la pensée d'aujourd'hui? C'est majeur, parce qu'ils considèrent que l'histoire de l'humanité est une, les styles pour aborder cette histoire sont différents, et les styles sont différents selon que la parole est inspirée des prophètes ou la parole argumentée des philosophes. Et donc, il y a une continuité entre la parole inspirée et la parole argumentée. C'est pourquoi, si vous voulez, dans le débat que vous avez suggéré, foi et raison, moi j'ai tendance à le formuler autrement. Il ne s'agit pas du tout d'un conflit ni d'une dualité entre la foi et la raison, il s'agit d'une continuité entre la parole inspirée par image, quand on ouvre le Coran, les 10 prophétiques, et la parole argumentée, les thèses, les objections, etc. Il y a une continuité. On arrive à une même vérité, si vous voulez, mais selon des styles totalement différents. Le style poétique, rhétorique des textes sacrés, le style abstrait, conceptuel, mais il y a une belle complémentarité où, comme dirait Bachelard, ce sont deux contraires bien faits. Ali Ben Makhlouf, vous évoquez cette intégration ou cette dilution progressive, pas dans un sens négatif, mais dans la pensée dite occidentale et européenne. Absorption, voilà, comme ça c'est plus neutre. Mais est-ce qu'il en a été de même dans la pensée musulmane, dans la pensée arabe contemporaine? Donc on voit l'héritage pour la pensée européenne. Comment cela s'est passé pour le côté musulman ou espace arabo-musulman? Jusqu'au XIXe siècle, des échanges extraordinaires à travers tout le monde arabe, ce que j'appelle les petits acteurs sociaux, les petits acteurs socio-intellectuels, qui n'ont pas la figure d'Ibn Rushd, etc., mais qui sont très très importants. Vous savez, il faut aller vers ces petits auteurs. Pourquoi? Parce que Ibn Rushd, Averroès, a été consacré par les traductions latines, par le fait que l'Europe l'a adopté, etc. Et on pense qu'il est grand par cela. C'est vrai qu'il est grand par ses commentaires, par sa connaissance d'Aristote, etc. Mais il y a plein de petits Averroès, si vous voulez. Et cela, dans les zaouïas, dans les confréries au Maroc, vous avez dans chaque zaouïa, dans les bibliothèques, l'organon d'Aristote, c'est-à-dire la logique d'Aristote. Qu'est-ce que c'est que concevoir? Qu'est-ce que c'est que juger? Qu'est-ce que c'est que raisonner? Qu'est-ce que c'est que définir? Les grandes opérations de l'intellect, on en a besoin tous les jours. Concevoir, juger, raisonner, définir. Et au XIXe siècle, avec les colonisations européennes, ce mouvement de dissémination de ce savoir s'est arrêté. Moi, je dis toujours, et je le dis à nos téléspectateurs, s'ils peuvent précisément aller eux-mêmes ou leurs enfants vers, alors cette fois-ci, véritablement la réhabilitation de quoi? Du losange, grenade,
Fès, Tlemcen, Tombouctou. C'était un savoir qui circulait pendant 4-5 siècles, de la mort d'Averroès jusqu'au 18e, 19e siècle, extraordinaire. C'est un travail à faire. Vous savez que 5% seulement des manuscrits de Tombouctou qui ont été mis en danger sont explorés, exploités. 5%. Et 95%, vous allez trouver plein d'Averroès dedans. Donc encore de belles perspectives de recherche. On vous écouterait parler pendant des heures à Ali Ben Marlouf, mais c'est malheureusement la fin de ce rendez-vous culture. On espère vous recevoir bientôt. Vous avez un autre ouvrage, La conversation comme manière de vivre, publié également chez Albin Michel. On vous recevra bientôt pour nous en parler également. Merci beaucoup à Ali Ben Marlouf. Pourquoi lire les philosophes arabes? On redonne le titre pour nos téléspectateurs. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, la suite des programmes dans un instant sur Média TV.